Salut à tous, c'est Lunaris. Aujourd'hui, le test de la Triumph Speed Triple de 2005. Allez, c'est parti! Les amis, aujourd'hui, j'ai encore la chance d'avoir un abonné qui s'est déplacé de très loin pour me ramener cette machine. Donc, il s'agit de la Speed Triple 1050 de première génération, car c'est un modèle qui est sorti en 2005. Et je rappelle à ceux qui l'ignoraient qu'il s'agit du gros roadster sport de chez Triumph et qui remplace l'ancienne Speed Triple 955. Elle est toujours motorisée par un 3 cylindres. Il semble d'ailleurs que la base moteur soit identique entre l'ancienne 955 et cette 1050. Ils ont juste augmenté la course, si je me souviens bien. Au niveau esthétique, on est sur une machine assez trapue. Elle est très courte, un peu dans l'esprit de ce qui se faisait chez Buell à la même époque. Elle est très courte. En plus, là, l'arrière est dégagé car le support de plaque a été remplacé par un modèle beaucoup plus court. Et à l'époque, on avait encore sur ces Triumph la double optique à l'avant ronde, qui est selon moi ce qui était le plus joli. Maintenant sur les gammes de Speed Triple, c'est des feux en amande, très certainement plus modernes, mais pas aussi jolis. Au niveau esthétique sur cette machine aussi, ce qui fait toute la force de cette moto, c'est le monobras qui est vraiment magnifique et qui laisse place à une très jolie jante. Comme je vous disais, on est sur cette machine avec un 1050 cm3 en 3 cylindres en ligne, à refroidissement liquide et alimenté par injection. Ce moteur est donné pour 130 chevaux et la moto fait un poids tout plein fait, un petit peu au-dessus des 220 kg. Aujourd'hui, j'ai la chance de tester un modèle qui a été relativement peu modifié, ce qui est assez rare. Ce genre de machine est très souvent très personnalisé. Là, on a déjà quelques options de l'époque qui étaient vendues par Triumph, comme par exemple le petit saut de vent. On a aussi le sabot moteur et le capot de selle. Toutes ces trois pièces sont bien sûr couleur carrosserie et s'harmonisent parfaitement avec le reste du véhicule. Ensuite, il y a des pièces qui ont été là pour renforcer la protection du moteur, aussi bien sur l'écartère en bas de celui-ci qu'un peu plus haut sur le cadre. Les dernières modifications esthétiques sont au niveau de l'éclairage. Les clignotants ont été remplacés par des LED. Et finalement, la plus grosse modification que vous pouvez très certainement entendre, c'est l'échappement. Sur cette machine, on retrouve les deux échappements placés sous la selle. D'origine, ce sont deux jolies pièces chromées. Et aujourd'hui, ça a été remplacé par des pièces un peu plus mates, légèrement plus petites que celles d'origine, de la marque SC Project. Elles ont les chicanes, donc logiquement, ça ne devrait pas faire trop de bruit. On verra ça tout à l'heure. Au niveau de l'ergonomie, cette machine est assez similaire à tous les autres Roadster Sport. On a une position un peu basculée vers l'avant. Vous voyez qu'il y a un grand guidon chromé qui est de plus bel effet. Et donc on a une aisance à utiliser la machine. On n'a pas du tout l'impression d'être sur un 1000. La selle par contre est un peu haute. Et il est clair que lorsque je m'arrête du haut de mon 1m70, je suis vraiment sur la pointe des pieds. Mais dès que je commence à rouler, la machine est très stable et la position pas désagréable. Après, il est vrai que le réservoir est un peu large. Ça me fait penser un peu à la position que j'aurais sur une machine équivalente, mais avec un 4 cylindres en ligne. Sur cette moto, on a encore les deux rétros d'origine, qui sont pas forcément très jolis, il faut l'avouer. Et en plus, ils ne sont pas assez sur l'extérieur, donc j'ai la moitié, voire plus de la moitié des miroirs qui sont pris par mes bras. C'est vraiment pénalisant. Heureusement, si je veux prendre les infos moi-même en tournant la tête, c'est relativement facile à faire. Je n'ai pas une position trop basculée sur l'avant. Pour l'instant, en roulant en agglomération, l'échappement est vraiment calme et la moto fait assez peu de vibrations. On retrouve ce bruit de sifflement caractéristique aux 3 cylindres de chez Triumph. Et c'est pas pour me déplaire, j'aime beaucoup cette sonorité pour l'instant. Allez, je sors de l'agglomération, j'accélère un tout petit peu.
Et ben pour l'instant à bas régime, je suis assez déçu. Il n'y a pas trop de répondants quand on est en dessous des 6000 tours. On verra ce que ça donne tout à l'heure en faisant le test d'accélération. Par contre le moteur est assez souple. Là je suis actuellement au 6e à peine 2500 tours. Et vous voyez que si je veux réaccélérer, ça reprend sans difficulté, sans vibrer. C'est vraiment efficace. Alors me voilà dans un petit virage à basse vitesse. Et là je suis à 1000 tours sur le ralenti. La machine se comporte encore bien, comme je disais, c'est assez souple et elle est relativement facile à manœuvrer. On sent quand même son poids, hein. On n'est pas à ce qu'on aurait sur des machines plus récentes où on a clairement plus du tout de sensation de poids. Là on le sent encore un peu, mais ça reste facile à manœuvrer. Comme d'habitude les amis, je vais utiliser cette route afin de tester l'accélération. Donc je rappelle qu'on est sur un moteur en 3 cylindres en ligne de 1050 cm3, développant 130 chevaux. Et la moto pèse environ 220 kg. Sur cette machine, il n'y a pas d'électronique pour vous aider, il n'y a pas l'ABS, il n'y a globalement rien du tout. On est encore sur une machine un peu à l'ancienne. En même temps, c'est vrai qu'elle a déjà plus de 15 ans. Let's go! Eh bien les amis, c'est efficace, mais je m'attendais à quelque chose de plus brutal. Finalement, c'est assez proche en termes de sensation à ce que j'avais lorsque j'ai testé sa sœur GT, la Sprint ST 1050. Je m'attendais à quelque chose d'un peu plus brutal, il faut l'avouer. Maintenant, je vais utiliser cet emplacement afin de tester le demi-tour. Vous voyez que je suis vraiment sur la pointe des pieds. En plus, le réservoir m'écarte les jambes, donc ça ne me facilite pas mes appuis. Je signale mon intention de tourner, je braque à fond. Et là, on voit tout de suite que l'angle est ridiculement faible. Je pense que je vais tout de suite sortir de la route lorsque je vais commencer à tourner. Alors, je garde un pied sur le frein. J'essaie de maintenir la moto droite. Et ouais, vous voyez... On est vraiment sur un angle de sportive en fait, hein. Je finis complètement en dehors de la route. S'il y avait eu un trottoir, je serais carrément monté dessus. On est reparti pour un test d'accélération et ensuite je vais tester le freinage. Allez, let's go! Maintenant je freine, donc frein arrière ça freine assez peu. Frein avant, lui, il marche très bien ce frein avant. Sur cette machine, on n'a pas l'ABS comme je vous le disais, et c'est du frein de chez Nissin. Ça marche vraiment bien, la sensibilité est bonne, il y a du mordant. Les leviers sur cette machine sont réglables, mais ils ont été remplacés. Vous voyez que là il s'agit de modèles en aluminium de chez Puig. La sensibilité est vraiment bonne. Allez, je freine de l'arrière juste pour m'arrêter ici. Faut vraiment appuyer fort hein, pour qu'il se passe quelque chose sur le frein arrière. Mais il fonctionne quand même. Hein. Ça peut être utile dans ce genre de situation. Bon, j'avoue que pour l'instant, au niveau des sensations à l'accélération, je suis assez déçu. Je me demande même si elle n'est pas encore bridée à 106 chevaux, vu que logiquement, elle devrait l'être. Seules les machines disposant d'un ABS ont le droit d'être débridées légalement. Allez, je réaccélère. Sur cette machine, les commodos sont extrêmement simples et dans un plastique pas forcément valorisant. Ça fait penser à ce qu'on aurait actuellement sur des petites machines bas de gamme venant de Chine. On a bien sûr à gauche tout ce qui concerne l'éclairage et à droite, démarreur, coupe-circuit. Il n'y a pas de feu de détresse sur cette machine. Le compteur, lui, est divisé en plusieurs parties. Vous avez tout d'abord le contour à aiguille qui est parfaitement visible. Et d'ailleurs, ce contour a aussi un shift light qui permet de savoir quand vous arrivez au maximum des capacités du moteur. Et on a ensuite deux petits écrans à cristaux liquides. Un petit qui vous indique votre vitesse et le kilométrage de la machine. Et l'autre vous donne la réserve de carburant, la température, la consommation moyenne, consommation instantanée. Bizarrement, sur cette machine, il n'y a pas de capteur de rapport engagé. On va faire un test de souplesse. Là, je passe toutes mes vitesses. Je suis à 30 km/h en 5e. Non, le moteur, il n'aime pas. En 4e, il n'aime pas non plus. En 3e, voilà, là, ça reprend. Donc, on a un seuil de souplesse qui est à peu près à 2000 tours. En dessous, le moteur ne reprend pas efficacement. Allez, j'accélère à mon coup.
Ah, le frein avant est vraiment costaud, hein. Et bizarrement, je trouve que le frein est vraiment bon, mais le moteur, il me manque quelque chose, hein. Je ne saurais pas vous dire si elle est encore bridée ou pas. Ça m'étonnerait vu qu'elle a un échappement adaptable et une cartographie qui va avec normalement cet échappement. Mais je ne retrouve pas les sensations moteurs que j'avais pu tester sur le modèle R, qui était bien plus récent. J'avais testé une 1050 R de près de 150 chevaux, si je me souviens bien. Là, on devrait en avoir 130 et j'ai pas l'impression en fait. Il y a quelque chose qui me manque. Alors j'arrive maintenant sur un Dodan que je vais bien sûr comme d'habitude prendre à 30 km/h. C'est assez ferme, mais en même temps c'est pas désagréable, c'est vraiment le type de réglage que j'affectionne. À l'avant sur cette machine on a une grosse fourche inversée qui est réglable et à l'arrière un mono-amortisseur qui lui aussi est réglable. C'était une machine qui se voulait quand même assez haut de gamme à l'époque, hein. Allez, on va essayer d'accélérer un peu dans cette succession de virages. J'ai l'impression que plus on va vite, et plus la machine devient efficace. Ah, le frein, il est vraiment génial, et quand on freine fort, il n'y a pas énormément de transfert de masse. La suspension est bien réglée actuellement, c'est vraiment, vraiment comme j'aime. La moto incite un petit peu à se déhancher, à sortir le genou. Mais en même temps, vu que j'ai les jambes écartées à cause du réservoir, je peux pas le faire très facilement. C'est pas une position qui est agréable pour moi. Ah, comme souvent avec les machines de grosse cylindrée, dès qu'on commence à accélérer un peu, même sans forcément aller dans le haut du compteur, on se retrouve bloqué derrière les autres. On a trop de puissance. Allez, de nouveau un petit rond-point. Ça se prend en deuxième sans difficulté. Je contrôle ce qui se passe autour de moi et je réaccélère. Et finalement, comme je le disais tout à l'heure, ce moteur est vraiment très proche de sa cousine, la ST. C'est performant, c'est efficace, mais je trouve que ça manque en sensation. Je retrouve vraiment pas le côté brutal que j'avais testé sur une version plus récente. Et ça me surprend vraiment, vu la réputation qu'a cette machine, d'être quasiment une faiseuse de veuve. Beaucoup disaient à l'époque qu'elle était difficile à manier parce que trop brutale, trop de couple et aucune aide électronique. Finalement, pour l'instant, elle me paraît plutôt sage. On va dépasser cette voiture. La boîte de vitesse fonctionne aussi tout à fait normalement. J'ai pas eu de difficulté avec celle-ci, ni de faux points morts. Bien sûr, une machine aussi ancienne, vous l'aurez compris, n'est pas équipée de shifter. Alors nous allons faire, comme d'habitude, un petit crochet par l'autoroute. Allez, je m'insère. Bon, vous en doutez bien, avec une puissance, une cylindrée pareille, il n'y a aucune difficulté pour s'insérer. Je suis assez surpris, j'ai pas tant d'air que ça qui arrive sur moi. J'en ai qui arrive sur mon buste, sur mes mains, sur mes jambes, mais assez peu sur mon casque. Là j'ai la visière grande ouverte et je peux continuer de rouler comme ça sans difficulté, sans que ce soit gênant. Je vais maintenant tester la reprise de ce véhicule, donc je suis en 6ème, à 100 km/h, j'accélère à fond. Donc 110, 120, 130, bon, vous l'aurez compris, ça marche très très bien. Même en restant à mi-régime, les relances sont vraiment bonnes, hein. Donc comme je vous le disais en début de vidéo, cette moto est à l'avant encore équipée des optiques rondes que je trouve vraiment jolies. Sauf que les ampoules ont été remplacées par des LED afin d'améliorer un peu l'éclairage. Les clignotants avant et arrière ont été remplacés par des LED, ainsi que le feu arrière qui a été remplacé par un modèle un peu plus petit et également à LED. Alors maintenant j'arrive dans un petit bouchon, on va essayer de se faufiler. La machine est assez petite au final pour un 1000, donc il n'y a pas trop de difficultés dans ce genre d'exercice. Vous pouvez l'utiliser dans un trafic dense et même en ville sans réelle crainte. Il faudra juste se méfier au moment où vous devez mettre le pied par terre parce qu'elle est haute. Finalement, ce qui me surprend le plus, c'est
le manque d'impression de vitesse. Je m'aperçois très souvent en fait que lorsque je baisse les yeux, je suis déjà au-delà de la vitesse à laquelle je crois rouler. Là, je pensais rouler à peine 70-80 et j'étais déjà à plus de 110. Je ne saurais pas vous dire exactement ce qui peut me provoquer ce sentiment, mais c'est quelque chose que j'ai déjà expérimenté sur d'autres machines, comme par exemple la VFR 1200, qui était une véritable fusée, mais qui ne renvoyait pas réellement d'impression de vitesse, ni de sensation d'accélération. Là, on est un peu sur la même chose. Par contre, ce qui est vraiment génial avec cette machine, c'est que même en roulant très vite, les suspensions sont vraiment bonnes. Vous n'avez pas la machine qui commencerait à changer un peu de direction, elle est très précise et vous êtes rassuré. Elle permet d'aller très vite cette moto. Allez, une dernière petite accélération. Et vous le voyez, le moteur ne rechigne pas. Il monte à 10 000 tours sans aucun problème, sans jamais s'essouffler. Et c'est peut-être le problème, c'est qu'il est trop efficace, il est trop linéaire. On a presque l'impression d'être sur un 4 cylindres. Bon, enfin, je pense que vous l'aurez compris, les amis, ça reste une moto très performante et très rassurante. Je m'attendais vraiment pas à être aussi bien sur cette machine, vu sa réputation. Maintenant, parlons un petit peu du reste de la machine. Commençons par les aspects pratiques. Comme souvent sur ce genre de moto, vous pouvez démonter la selle et vous tombez sur un petit rangement qui est franchement assez logeable. Vous pouvez y mettre un bloc disque, un tout petit U, et il y a d'origine un emplacement avec quelques outils fournis par Triumph. Pour une machine de cette catégorie, c'est plutôt pas mal. Par contre, vu le design de la machine, avec son arrière très court, je ne peux que vous conseiller de prendre un passager à l'arrière. En plus, les repose-pieds pour la personne derrière sont très hauts, donc je suppose que ça doit être très inconfortable d'être derrière sur cette machine. En termes de consommation, cette moto est réputée pour consommer pas mal. Le propriétaire me disait qu'en moyenne, il tourne aux alentours de 7 litres, peut-être même 8 quand il l'utilise vraiment assez fort. Et bizarrement, aujourd'hui, vous voyez que l'indicateur de conso moyenne est à 5 litres 6. Donc n'hésitez pas dans les commentaires à nous dire, si vous possédez cette machine, combien vous consommez réellement. Mais sur les fiches techniques de l'époque, j'ai bien trouvé une info qui était aux alentours des 8 litres au 100, ce qui paraît élevé. Donc si vous suivez un petit peu l'actualité des sorties moto, vous savez probablement que cette 1050 a été produite jusqu'à tout récemment pour être remplacée par actuellement la Speed Triple 1200. Elle a été commercialisée donc de 2005 quasiment après pendant 15 ans. Et il y a eu de nombreuses variantes et déclinaisons. Là on est sur la toute première et moi ce que j'adore sur cette machine, c'est que on a vraiment le look originel et typique de ces Speed Triple, très certainement pour moi les plus belles en termes de design, et aussi celles qui avaient les coloris les plus variés. Aujourd'hui on est sur un très joli bleu, mais elle était aussi disponible dans un vert un peu fluo, elle était disponible en jaune, en rose, en mauve, en noir, en blanc. Enfin, au fil des années, il y a eu vraiment énormément de coloris, chose que j'aimerais bien revoir à l'heure actuelle sur les gammes proposées par Triumph. Vu que cette moto a été proposée pendant de nombreuses années, forcément on en trouve maintenant à peu près à tout prix, en fonction de l'état, du kilométrage et des options qui sont présentes sur celle-ci. Le modèle que je teste aujourd'hui, donc il a dans les 30 000 km, et vous le voyez qu'il y a pas mal d'options, elle est en très bon état, ça vaut un peu plus de 5 000 €. Et les modèles les moins chers sont trouvables à partir de 4 000. Clairement, si vous cherchez un roadster sport avec un look encore d'actualité, ça peut être une bonne solution pour pas trop cher. Au niveau fiabilité, on entend un peu de tout sur cette génération de Triumph en 3 cylindres. Certains se plaignent de consommation d'huile, d'autres disent qu'ils n'ont jamais eu le moindre problème et qu'ils n'ont jamais rencontré ces problèmes de conso d'huile. Donc une fois de plus, si vous êtes le propriétaire ou si vous avez possédé cette machine, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires les problèmes auxquels vous avez dû faire face et si ça a été pris en charge par le réseau ou pas. Je pense maintenant avoir fait le tour des caractéristiques de cette Speed Triple de 2005. Si vous avez des questions, mettez ça dans les commentaires.
Et je le redis, si vous l'avez possédé, dites-nous comment ça s'est passé pour vous, une fois de plus, dans les commentaires. Merci de votre retour d'expérience. Je tiens encore à remercier l'abonné qui a fait pas loin de 4 heures de route pour venir juste ici, sur mon lieu de tournage habituel, afin de me permettre de tester cette machine. C'est super sympa de sa part. Et je rappelle que c'est toujours grâce à mes abonnés que la chaîne avance. Donc si comme lui, vous disposez d'un véhicule que vous aimeriez me voir tester en vidéo, eh bien contactez-moi. Tous les moyens de le faire sont en description. Mon lieu de tournage se situe en Normandie, près de Rouen. Je m'en vais maintenant rendre cette jolie machine à son propriétaire. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, pensez à mettre un petit pouce vers le haut. Abonnez-vous si vous aimez ce contenu. Et on se retrouve très bientôt pour un nouveau test. Allez, à tous!